toi aussi tu galères à faire des choix totalement responsables niveau mode, c'est normal. Le sujet est d'une complexité folle. Donc si vous cherchez des réponses à vos dilemmes, vous êtes sur la bonne vidéo. Je prends le temps de répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta pour vous apporter un peu plus de clarté dans vos choix. Parce qu'évidemment, on n'est pas parfait, mais c'est bien d'avoir tous les éléments en tête avant un achat pour faire des choix éclairés. Alors c'est parti. Question numéro 1, comment savoir si une marque est éco-responsable? Ok, là je vais vous donner mes meilleurs conseils, ceux que j'applique moi au quotidien pour décrypter le greenwashing. Prenez des notes. Moi, les critères que je regarde pour analyser une marque, c'est d'abord la fréquence de production. Si une marque produit plus de 4 collections par an, votre radar à greenwashing doit s'allumer. Ça fait une collection tous les 3 mois. Et pour avoir travaillé dans la mode, je sais que développer une collection de A à Z en 3 mois, c'est déjà un sprint. Donc plus que ça, c'est que la marque fait une croix sur soit la qualité, soit les salaires des ouvriers, soit leur temps de travail. Et ça veut aussi dire que la marque fait une croix sur l'aspect slow fashion et nous matraque de nouveaux produits tous les 2 mois ou tous les mois ou même pire. Donc comment on sait à quelle fréquence une marque sort des collections? Déjà, vous pouvez regarder le nombre de produits en ligne sur leur site e-commerce. 4 collections par an avec environ 100 à 150 références par collection, ça fait entre 400 et 600 produits en ligne genre. Par exemple, comme bon élève, il y a la marque Gani qui déjà indique le nombre de produits et ça c'est pas une info qui est hyper facile à trouver sur tous les sites e-commerce, mais eux nous la donnent. Et surtout, il n'y a pas tant de produits en ligne pour une marque de cette envergure. Ensuite, il y a par exemple Balzac, eux ils donnent pas l'info de manière visible, mais en fait si on compte le nombre de lignes de produits par le nombre de colonnes et qu'on multiplie par le nombre de pages, accrochez-vous. Mais je vous jure, c'est pas si compliqué. En gros, ils nous montrent leurs produits par environ 4, il y a 10 lignes par page produit et il y a 5 pages produits. Donc 200 produits en ligne, c'est pas mal du tout. Gardez en tête que la fast fashion classique, c'est 36 collections par an. Moi, je vous dis que plus de 4, c'est trop. Chez H&M, on est à plus de 1400 produits en ligne. Et ça, c'est juste pour la femme, donc j'ose même pas imaginer si on compte l'homme et l'enfant. Attention aux marques qu'on ne soupçonne pas être de la fast fashion, mais regardez le site de Kiabi qui a 18 000 articles en ligne juste pour les femmes. C'est du grand n'importe quoi. Et l'ultra fast fashion, comme par exemple Shein, ça peut aller jusqu'à 10 000 nouvelles références par jour. Juste passez votre chemin. Ensuite, ce qu'on peut regarder pour voir si une marque est vraiment éco-responsable, c'est le pays de production. Donc ça pareil, l'info elle est disponible souvent sur les sites e-commerce, soit dans la section à propos, et puis aussi maintenant c'est obligé de dire sur la page produit où est-ce qu'il a été fabriqué. Il y a 3 raisons pourquoi il faut regarder cette info. La 3e va vous surprendre et je vous jure que c'est pas pour vous garder sur la vidéo. Déjà en numéro 1, les lois du travail qui sont beaucoup plus suivies et beaucoup plus respectueuses de l'humain en Europe. Deuxième raison qui paraît le plus évident, c'est le transport. Mais en fait, c'est pas le paramètre qui pollue le plus dans un vêtement. Et c'est pour ça que je vous ai dit d'attendre le 3e. Le pays de production, il est important parce que les énergies que ce pays utilise pour alimenter les machines utilisées dans la fabrication de vêtements, elles ont une part énorme dans l'empreinte carbone de votre vêtement. Et ça, c'est la cofondatrice de We Dress Fair, Marianne Nguyen, qui en a parlé dans un podcast. Il faudrait que je vous retrouve le chiffre exact, mais en fait, c'est ça la plus grosse part de l'empreinte carbone d'un vêtement. En fait, en Asie, on dépend beaucoup plus d'énergie qui émettent énormément de CO2. Par exemple, au Pakistan, c'est 84% d'énergie fossile. Alors qu'au Portugal, c'est 61% d'énergie renouvelable. Ça, j'espère que avec cette info, vous vous coucherez moins bête. 3e facteur qui est important dans l'éco-responsabilité, c'est le marketing. Est-ce que le marketing est agressif? Est-ce qu'il y a des soldes souvent? Est-ce que c'est des soldes normales, classiques? Ou est-ce que c'est des soldes libres où on peut choisir son montant de réduction? Est-ce que la marque utilise des mots qui vous pressent un peu à l'achat, par exemple plus qu'un exemplaire disponible, etc. Et en marketing aussi, regardez où sont shootées les campagnes. Ça, je trouve que c'est un gros indicateur de greenwashing. J'ai vu il y a pas longtemps une marque où il y a écrit dans la bio Insta éthique, green, enfin je sais plus ce qu'il y a écrit, mais bref, ça se vend comme très éthique. Les vêtements sont faits au Portugal, donc c'est très bien, mais la campagne va être shootée à Hawaï. Et ça, je suis pas sûre de comprendre. Parce qu'un shooting à Hawaï, si déjà il n'y a que la créatrice qui fait l'aller-retour, c'est 4,2 tonnes de CO2. Et ça, c'est si elle embauche que des mannequins de là-bas, une photographe de là-bas, des stylistes de là-bas. Mais ça, c'est pas sûr du tout. Donc déjà, s'il y a qu'elle qui y va, c'est 4,2 tonnes de CO2. C'est 2 fois plus que ce qu'on doit viser à titre individuel pour atteindre les accords de Paris. Donc voilà, vous ne faites pas arnaquer par les campagnes. Et ensuite, autre critère que j'aime beaucoup regarder, c'est les matières. Ça pareil, c'est facilement accessible depuis les sites e-commerce des marques. Et ça entraîne ma réponse à la question suivante. Question numéro 2, quelles sont les matières à privilégier? Ça franchement, je pense limite que je vais faire une série dédiée aux matières soit sur YouTube, soit Instagram. Dites-moi en commentaire le format que vous préfériez. Déjà, il y a 2 catégories de matières. Il y a les matières naturelles et il y a les matières synthétiques. Les matières naturelles, c'est totalement à privilégier. Le mieux du mieux, c'est le chanvre et le lin. Ça se cultive en Europe, ça nécessite pas beaucoup d'eau. C'est les best players des matières naturelles. Ensuite, on privilégie les autres matières naturelles, comme par exemple le coton, qui n'est pas du tout néfaste pour la santé, surtout s'il est certifié Ecotex. Par contre, le coton, ça utilise
énormément d'eau et énormément de pesticides. Dites-vous que le coton, ça représente dans le monde 2,5% des terres cultivées et 25% des pesticides utilisés dans le monde. Donc privilégiez du coton bio. Et ensuite, il y a la laine, le cachemire, la soie, etc. en matière naturelle. Après, il y a les matières synthétiques. Le pire du pire, c'est la viscose. La viscose, ils nous l'ont vendue en mode c'est super, c'est écologique, c'est de la fibre de bois qu'on transforme en fil de tissu, c'est génial. Sauf que pour transformer de la cellulose de bois en fil, il faut utiliser de l'acide sulfurique qui est ultra méga toxique. Carrément en Inde, la marque qui crée le plus de viscose, elle a créé des hôpitaux pour masquer le nombre de cas de malades liés à l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, ça rend aveugle, ça rend fou, ça fait perdre des membres, ça donne des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, c'est catastrophique. Après, il y a des viscoses certifiées qui n'utilisent pas de solvants toxiques, comme par exemple la viscose Ecovero ou le Tencel. Donc ça, c'est des labels quoi. Donc si vous achetez de la viscose, il faut vraiment regarder que ce soit hyper bien certifié. Et après, dans les autres matières synthétiques, il y a le polyester, le polyamide, le nylon. En gros, tout ce qui commence par poly, c'est dérivé du pétrole. C'est très souvent mélangé à d'autres matières, souvent des matières naturelles pour les rendre plus durables dans le temps, plus solides en fait. Donc ça peut avoir des avantages parce que ça fait que le vêtement va nous durer plus longtemps dans le temps, mais sauf qu'en fait ça le rend impossible à recycler pour le moment et impossible à biodégrader. Et un autre truc à savoir sur les matières dérivées du pétrole, ça pollue donc avant d'être fait parce que c'est du pétrole, ça pollue pendant qu'on l'utilise parce que quand on lave ça libère des microplastiques et les microplastiques c'est vraiment catastrophique ce que je vous dis. Je rigole parce que c'est nerveux. Mais les microplastiques, quand on les lave dans la machine à laver, ça libère des microparticules de plastique qui ensuite se retrouvent dans les océans, qu'on a même retrouvé dans le sang humain. Au contact des parties génitales, ça peut rendre infertile et ça pollue après, même post-utilisation, parce que c'est pas du tout biodégradable. Question numéro 3, faut-il privilégier des matières recyclées ou upcyclées? J'adore cette question. J'ai envie de reclarifier un petit peu ce qu'est le recyclage. Le recyclage, c'est prendre un tissu et soit le défibrer, donc séparer les fibres pour en faire des fibres longues et ensuite le retisser en tissu derrière, soit l'effilocher ou le broyer quand la première option n'est pas possible pour en faire des isolants, des matières un peu compactes, etc. C'est un gros processus le recyclage, c'est très énergivore et actuellement avec les machines qu'on a, on peut que recycler des produits qui sont faits à 100% d'une seule et même matière. Donc voilà, à garder en tête que c'est pas du tout une solution miracle. Quand vous mettez un vêtement à la poubelle, en aucun cas il va être recyclé. L'upcycling, au contraire, il n'y a pas de destruction de matière. C'est découper un vêtement fini, usagé, invendu ou plus à la mode pour lui donner une seconde vie. Donc l'upcycling a bien moins d'impact sur la planète. Après évidemment, l'upcycling c'est beaucoup plus artisanal, c'est beaucoup plus chronophage, c'est beaucoup plus manuel. Mais au moins on peut tout upcycler alors qu'on ne peut pas tout recycler. La prochaine question, je la trouve hyper intéressante parce que c'est quelque chose que pas beaucoup de gens ne savent. C'est comment se créent les décharges à ciel ouvert. Et avant, j'étais comme vous, pareil, j'étais en mode je trie mes vêtements, je les donne, je les vends, je n'ai rien à voir avec tout ça. Ça doit être les pays pauvres, ils mettent leurs vêtements dans des décharges, c'est n'importe quoi, etc. Non, écoutez. Écoutez le rôle que les pays européens ont à jouer là-dedans. Vu la quantité de vêtements que nous, on a, il y a des quantités de dons monstrueuses tous les jours. Avec mon master, j'ai visité un centre de tri relais et la quantité de dons par jour qui arrivaient dans leur entrepôt, c'était 22 tonnes dans un seul entrepôt. Et vu qu'on achète tous beaucoup plus de fast fashion, il y en a beaucoup plus dans nos dons. Mais c'est de la mauvaise qualité. Donc dans les centres de tri, tout n'est pas utilisable. Donc dans le relais que j'ai visité, il y a 6% de nos dons qui sont revendus dans les boutiques partenaires, donc les relais, Emmaüs, etc. 48% qui part en reconditionnement matière. Donc là c'est limite comme le recyclage, c'est des trucs qui vont être découpés en chiffon, en isolant thermique, qui vont servir dans les industries automobiles, aéronautiques, etc. Et tout le reste est vendu à l'étranger, dont 35% en Afrique. Après, dans un article de Reporter que j'ai vu, on dit même que c'est jusqu'à 95% de nos dons qui sont envoyés en Afrique. En fait, ce système de revente vers l'Afrique, ça avait été créé pour que les pays d'Afrique aient accès à des vêtements de seconde main à moindre prix à cause du colonialisme, parce qu'ils étaient obligés de porter des vêtements européens dans les écoles, dans leurs jobs, etc. Donc il y avait une vraie demande, mais sauf qu'à cause de la qualité catastrophique et de la quantité de vêtements, c'est plus le cas. C'est plus du tout rentable pour eux et en fait ces pays ça devient les friperies du monde, les poubelles du monde, c'est n'importe quoi. Donc en fait selon ce même article de Reporter, 70% des vêtements que eux achètent sont inutilisables. Et du coup derrière les systèmes de collecte sont complètement dépassés et c'est ce qui donne lieu à ces fameuses décharges à ciel ouvert comme celle que vous avez pu voir au Ghana et celle qui est visible maintenant de l'espace dans le désert d'Atacama en Amérique du Sud. Donc voilà, libérez-vous de cette doctrine qu'on entend souvent. Oui, c'est bien donné parce que ça donne accès à nos vêtements aux populations en Afrique qui en ont besoin, etc. Ça, c'était vrai avant,
c'est plus vrai. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est moins consommer et mieux consommer et réduire la quantité de dons parce que vous aurez réduit votre quantité de vêtements à vous. Est-ce que tu as des vêtements de fast fashion? J'aime bien cette question. Oui, j'en ai. Parce que comme tout le monde, il y a une période où ma destination shopping c'était la fast fashion parce que je ne connaissais pas d'autres solutions, parce que c'était facile, c'était en bas de chez moi. J'allais les samedis, je faisais mon petit shopping, j'avais mon petit shot de dopamine, l'hormone de la récompense parce que j'avais des nouveaux vêtements. Et puis j'ai commencé à faire mon petit chemin vers la mode durable. Donc j'ai arrêté d'acheter de la fast fashion régulièrement. Ceci étant dit, j'ai plusieurs points à mettre en avant. Déjà, devenir une meuf de la mode durable, ça veut pas dire se débarrasser de tous ces vêtements de fast fashion du jour au lendemain. Pour justement les fameuses dérives des dons dont je vous ai parlé juste avant, Vinted est rempli de fast fashion. Et surtout, si c'est des vêtements que vous mettez encore, bah continuez à les mettre. C'est justement le meilleur truc que vous pouvez faire. Et deuxième point, je sais que je parle souvent de greenwashing, que je dis attention à telle ou telle marque qui n'est pas vraiment éthique, etc. Mais ça, c'est pour que vous ayez conscience des enjeux et que vous fassiez pas confiance à une marque aveuglément. Mais comme j'ai dit juste avant, le meilleur truc que vous puissiez faire pour la mode durable, c'est consommer moins et mieux. Et ça passe par trouver votre propre style. Ensuite, la marque, elle a moins d'importance si vous gardez le vêtement toute votre vie. Après, évidemment, j'ai pas envie de donner mon argent à des marques comme celle de la fast fashion. Donc voilà, je dirais pas peu importe la marque parce que forcément, ne donnons pas notre argent à des marques qui font les choses mal, qui emploient des Ouïghours à l'autre bout de la planète. Genre eux, ne leur donnons pas notre argent. Mais en fait, la marque a moins d'importance si vraiment vous saignez les pièces et que vous les mettez tous les jours. J'ai eu une question qui me disait mon dilemme c'est de voir des marques qui veulent vendre à tout prix et qui m'influencent alors que la mode durable c'est aussi réduire sa conso. Et clairement ce dilemme il rassemble un petit peu plein de points que j'ai dit tout au cours de la vidéo. C'est attention à des marques qui vous matraquent de pub et de marketing agressif pour que vous achetiez absolument. Et deuxième point, même si vous craquez et que c'est pas une marque super durable, privilégiez des produits que vous allez porter toute votre vie. Ensuite en dilemme il y a eu j'ai du mal à trouver des marques éthiques mais stylées avec des pièces fun et dans mon style. Et ça, je suis grave d'accord avec ça. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de marques durables qui se créent. Je pense par exemple à Asphalt, à Zeta, les chaussures, à Veja, Patagonia, bon ça fait longtemps que ça existe, mais plein de marques de basiques. Et ça, c'est trop cool. Il y a même la plateforme dont je parlais tout à l'heure, WeDressFair, qui regroupe ce genre de marques. Et ça, c'est top. Mais juste, quand on est une meuf qui aime bien la mode, honnêtement, moi j'achèterais jamais ce genre de truc en fait juste parce que je ne porte pas de basique. J'aime bien les pièces fortes avec des imprimés trop cool, féminines, avec des détails, des volants, des trucs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont cette DA et qui sont éthiques. Et justement je trouvais qu'il y avait un peu un trou sur le marché et qu'il n'y avait pas de marketplace, donc de boutique en ligne qui regroupe des marques éthiques mais féminines, cool, dans l'air du temps, etc. Et du coup en toute transparence c'est ce vers quoi je vais tendre de plus en plus avec mon site rechute.com. Pour ceux qui connaissent déjà, à la base c'était une marketplace dédiée à l'upcycling, donc où je mettais en avant des créateurs qui font de l'upcycling. Et là, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui arrive bientôt, mais je vais un tout petit peu transformer le site pour déjà parler de mode durable et pas seulement d'upcycling, et de faire une sélection un petit peu plus féminine et qui me ressemble parce que je sais qu'en fait c'est ce que moi j'aurais cherché en tant que jeune femme qui aime la mode et qui veut mieux consommer. Donc voilà, ça, abonnez-vous pour pas louper l'évolution de Rechute et vous pouvez déjà aller aussi sur rechute.com pour regarder un petit peu si la sélection actuelle vous plaît. Et puis sinon, pour découvrir des marques cool et durables, franchement Instagram est votre meilleur allié. J'ai découvert énormément de petites marques super talentueuses sur Insta qui font les choses hyper bien en France avec des matériaux soit recyclés soit upcyclés et qui ont une DA de fou. Dernière question et pas des moindres, est-ce que le luxe peut être éco-responsable? Ça c'est un sujet qui me touche tout particulièrement parce que j'ai un petit peu travaillé dans le luxe et je suis très sensible à la mode durable. Donc forcément c'est deux sujets qui me touchent. En gros, si on reprend les 4 critères de greenwashing que je vous ai donnés à la première question, on va analyser ça pour le luxe et voir si le luxe peut vraiment être éco-responsable. Déjà, je vous parlais de fréquence de production. Pour les maisons classiques, la plupart du temps, c'est 4 collections par an, une pour chaque saison. Donc sur ça, on est bon. Il y a les énormes maisons, comme par exemple Chanel, Dior, Vuitton, qui rajoutent des collections croisières et des collections couture, donc ça fait un peu beaucoup. Ensuite, on a le pays de production. Pour la plupart, pour les grandes maisons de luxe, elles mettent un point d'honneur à vraiment produire en Europe, si ce n'est en France et en Italie. Donc pareil, on est dans l'éco-responsabilité. Est-ce que le marketing est éco-responsable? Oui et non, parce que les grandes maisons vont pas communiquer sur leur solde, elles vont pas faire du marketing ultra agressif en vous parlant de prix, en vous disant dépêchez-vous, ça va partir, etc. C'est plus de l'inaccessible et c'est pour ça qu'on veut acheter du luxe. En revanche, les campagnes, c'est n'importe quoi. Justement, je vous parlais de campagnes à l'autre bout de la terre et ça, franchement, c'est vraiment un paramètre où les marques peuvent faire un giga effort. Je sais que les marques de luxe sont dans l'image et que c'est important d'avoir des campagnes qui font vraiment envie, mais sauf que on peut faire des campagnes qui font envie en France. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et ensuite, les matières.
Et ça, c'est un peu le point qui me dérange le plus dans le luxe. Allez faire un petit tour sur les sites des maisons et il y a quand même pas mal de matières synthétiques. Et ça, franchement, mon interprétation, c'est que c'est pour faire de meilleures marges parce que ça coûte moins cher les matières synthétiques que les matières 100% naturelles. Donc ça, franchement, quand on est une maison de luxe qui fait déjà des marges de dingue, je pense qu'on pourrait juste être cohérent jusqu'au bout et garder des matières naturelles. Du côté consommateur, tout dépend aussi de comment on consomme le luxe, mais la plupart du temps, sauf quand on est richissime, on achète un produit de luxe qu'on va garder toute sa vie et qu'on voit vraiment comme un investissement. Donc globalement, je dirais que le luxe est plutôt éco-responsable, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes. Donc voilà, vidéo super dense en contenu. J'espère que surtout vous vous rendez compte vraiment de la complexité de ce sujet que j'ai essayé un petit peu de disséquer, mais c'est sûr que c'est dur de parler de tout. Donc si vous avez d'autres questions, si justement en répondant à certaines questions j'en ai soulevé d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je ferai une partie 2 si vous avez plus de questions. Bisous!